La folliculogénèse correspond à la maturation des cellules folliculaires qui entourent les cellules germinales. Il existe plusieurs stades évolutifs des follicules à partir de la puberté. En premier, nous avons le follicule primordial. Il s'agit d'un ovocyte 1 entouré d'une seule couche de cellules folliculaires aplaties, le tout entouré d'une membrane basale. Cette membrane basale est appelée membrane de Slavjanski. Les follicules primordiaux existent avant la naissance. Donc, c'est leur transformation qui va commencer à partir de la puberté. Deuxièmement, nous avons le follicule primaire. C'est la transformation de l'épithélium qui recouvre l'ovocyte 1, qui était jusqu'à maintenant aplati, il va devenir cubique ou bien prismatique. Nous voyons sur l'image un ovocyte 1. L'ovocyte 1 est bloqué en prophase de la première division méiotique, entouré d'une couche de cellules aplaties, constituant le follicule primaire. Lorsque ces cellules augmentent de taille, nous restons toujours avec une seule couche cellulaire qui entoure l'ovocyte. Il s'agit d'un follicule primaire. Donc voici sur la coupe histologique. En A, nous avons un follicule primordial. Les noyaux sont aplatis, ce qui nous permet de le distinguer de B, le follicule primaire, dont les noyaux des cellules folliculaires sont plutôt arrondis. Troisièmement, le follicule secondaire. L'épithélium folliculaire devient pluristratifié, constitué de plusieurs couches. Il forme la couche granuleuse ou granulosa. À partir du follicule secondaire, les cellules folliculaires seront appelées cellules de la granulosa. Entre l'ovocyte et l'épithélium du follicule secondaire, entre l'ovocyte et les cellules de la granulosa, existe une couche glycoprotéique. Cette couche est appelée la zone pellucide. Il existe des prolongements cytoplasmiques entre les cellules de la granulosa adjacentes à l'ovocyte et la membrane cytoplasmique de l'ovocyte, ce qui va permettre l'approvisionnement de l'ovocyte. Les cellules de la granulosa sont entourées d'une membrane basale qui les sépare du tissu conjonctif ovarien. Le tissu conjonctif ovarien constitue ce qu'on appelle la tête du follicule. Donc, nous avons ici un follicule secondaire. En rouge, c'est la zone pellucide qui entoure l'ovocyte primaire. En jaune, c'est les cellules de la granulosa. Les cellules folliculaires sont appelées cellules de la granulosa. En bleu, c'est la membrane basale qui sépare les cellules de la granulosa des cellules de la tête du follicule. Sur l'image de la coupe histologique, nous voyons aussi un ovocyte. Ça, c'est le noyau de l'ovocyte. Enfoncé, c'est le nucléole. Entre l'ovocyte et les cellules de la granulosa, nous avons la membrane pellucide, les cellules de la granulosa, et entre les cellules de la granulosa et la tête du follicule, nous avons une membrane basale qui n'est pas très apparente sur l'image. Donc ce schéma montre les relations qui existent entre les cellules de la granulosa, appelée aussi corona radiata, et la membrane cytoplasmique de l'ovocyte. Donc il y a des prolongements cytoplasmiques qui traversent la zone pellucide, qui va permettre l'approvisionnement de l'ovocyte. Quatrièmement, le follicule tertiaire. Il est caractérisé par l'apparition de petites lacunes au sein des cellules de la granulosa, ce qui constitue une cavité folliculaire ou bien antrome. Les cellules de la granulosa font saillie dans l'antrome et constituent le cumulus ophorus ou bien
le disque proligère. Et le tissu conjonctif autour du follicule va se différencier en thèque interne et en thèque externe. La thèque interne, en contact avec la membrane basale, est plus cellulaire que la thèque externe qui comporte le tissu conjonctif plus lâche. Nous voyons sur le schéma une image d'un follicule tertiaire. Donc voici l'antrome, les cellules de la granulosa. Les cellules de la granulosa avec l'ovocyte qui font saillie dans l'antrome sont appelées ophorus, cumulus ophorus. Donc la zone pellucide en rouge, le noyau de l'ovocyte. En bleu, c'est la membrane basale ou membrane de Slavjonski qui sépare les cellules de la granulosa des cellules de la thèque interne. La thèque interne est cellulaire alors que la thèque externe contient du tissu conjonctif lâche. Sur l'image histologique, toujours un follicule tertiaire, l'antrome, le cumulus ophorus, et nous voyons la séparation entre cellules de la granulosa et cellules de la thèque interne, et par la suite la thèque externe qui n'est pas très visible. Cinquièmement, le follicule de De Graaf, qui correspond à un follicule tertiaire avec une taille plus importante. Donc, voici l'ovocyte, les cellules de la granulosa, l'antrome qui a augmenté de volume, la membrane basale qui sépare les cellules de la granulosa de la thèque interne et de la thèque externe. Sur l'image, nous voyons différents stades évolutifs des follicules. Follicule primordial avec une seule assise de cellules folliculaires aplaties qui entourent l'ovocyte. Le follicule primaire, toujours une seule assise de cellules mais qui sont cubiques ou bien prismatiques. Le follicule secondaire est caractérisé par un épithélium pluristratifié. Le follicule tertiaire est caractérisé par l'apparition de lacunes. La confluence de ces lacunes vont constituer l'antrome qui va augmenter de volume et constituer le follicule de De Graaf ou bien follicule mûr à partir duquel se fera l'ovulation vers le 14e jour du cycle après un pic hormonal de FSH et de LH. Après l'ovulation, le follicule se transforme en un corps jaune. Le corps jaune est responsable de la sécrétion de progestérone. En cas de fécondation, le corps jaune va assurer la sécrétion de progestérone jusqu'à constitution du placenta qui va prendre le relais. Sinon, il y aura dégénérescence du corps jaune et sa transformation en un corps blanc ou bien corpus albicans qui correspond à un tissu fibreux cicatriciel. Il faut savoir qu'il existe un phénomène d'atrésie folliculaire qui peut survenir à tout stade et causer la dégénérescence du follicule et de l'ovocyte avec.